Typiquement Vôtre, une émission proposée par Maître Franck Serfati. Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir. Ali Djiar, bonsoir. Bonsoir Franck Serfati. Karim Ifrak, bonsoir. Bonsoir. Je vais commencer par vous, Karim. Vous êtes islamologue. Alors, j'avais une vague idée de la signification de ce terme, bien évidemment, mais j'ai voulu quand même rechercher une définition la plus simple et la plus précise possible. Islamologue désigne généralement un chercheur spécialisé dans l'étude de l'islam et du fait religieux islamique. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition ? Pas très, parce qu'il s'agit nécessairement d'une étude et d'une recherche sur le monde musulman. Cela comprend donc la sociologie des mondes musulmans, la pensée, éventuellement les idéologies, et à un niveau un peu plus élevé, la géopolitique, et pas nécessairement l'étude de l'islam, parce qu'on comprend par là la religion musulmane. Alors, comment s'appellerait le spécialiste du Coran sous un prisme plus religieux ? Alors, un spécialiste du Coran prendrait le nom de coranologue. C'est-à-dire, c'est une personne qui connaît le texte, qui est capable de l'appréhender, de l'interpréter, de connaître également son histoire, les courants de pensée qui ont fait toute l'école d'interprétation que l'on appelle communément l'exégèse. Alors, les islamologues ne sont pas tous donc des coranologues ? Pas forcément, non. Donc Très on peut peu être même. Islamologue sans connaître la religion même de l'islam. Tout à fait, tout à fait. Ali Djiar, mon deuxième invité, on vous connaît, vous nous avez fait le plaisir, voici une petite année ou un peu plus d'un an, d'être présent à notre micro. Vous êtes élu de Vincennes. De Sevran. De Sevran, oui. Excusez-moi, élu de Sevran, effectivement. Vous êtes fondateur de l'école du numérique. Vous allez nous en dire un mot dans quelques secondes. Vous êtes également un citoyen particulièrement engagé. On vous voit sous tous les fronts pour la fraternité. Vous travaillez également, vous êtes salarié d'un grand groupe américain. D'où trouvez-vous toute cette énergie pour boucler avec talent toutes ces activités? Alors Franck, déjà je vous remercie parce qu'à chaque fois c'est un plaisir de partager ces moments de fraternité, de bien vivre ensemble, et c'est vrai que voilà, c'est toujours une occasion d'échanger sur des idées constructives. Alors l'école du numérique, c'est un projet assez ambitieux à la base et assez simple. Moi je suis issu des quartiers, ce qu'on appelait aujourd'hui les quartiers prioritaires, et c'est vrai que dans ces quartiers on voit bien qu'un jeune sur deux est en situation d'échec scolaire, et ces jeunes-là souvent sont sortis du système scolaire, et on voit bien que la chance ne leur sourit pas toujours. D'ailleurs, on a parlé de CV anonyme, parce que lorsqu'on vient de Sevran, c'est très compliqué de trouver un emploi à Vincennes, à Paris, parce que voilà, il y a une discrimination souvent géographique. Quand on parle pas de discrimination par rapport à l'origine, par rapport aux autres phénomènes qui concernent les individus. Et donc cette école, c'était l'objectif de donner à chacun sa chance, même lorsqu'on n'est pas dans un système éducatif classique, on peut s'en sortir, et on peut s'en sortir par le numérique. Pourquoi le numérique ? Parce que le numérique aujourd'hui, 90% de la jeunesse est connectée. Tout le monde a un compte sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur Twitter. La radio a même un compte elle-même. Je vois que tout le monde est hyper connecté. Et c'est vrai que quand on parle du numérique aux jeunes, ça leur parle. Et ça leur fait rêver, parce qu'on voit bien aussi qu'aujourd'hui, les plus grosses fortunes dans le monde sont issues du monde numérique. On parle de Facebook, on parle de Microsoft, Bill Gates, Steve Jobs. Tous ces gens-là sont passés par le numérique, par le digital, et sont aujourd'hui des exemples pour cette belle jeunesse. Alors, vous faites allusion à un thème qu'on pourra aborder dans quelques minutes, celui de l'ascenseur social. Vous êtes vous-même, avant d'avoir réussi d'un point de vue familial, personnel, professionnel, également dans votre engagement militant. Je rappelais à l'instant que vous êtes élu maire adjoint de Sevran en charge du commerce et de l'industrie, c'est ça ? Du commerce, de l'économie et du numérique. Alors, permettez-moi de revenir à Karim Ifrak, dont on rappelait qu'il est islamologue, avec cette définition que vous avez peut-être battue à mal, en tout cas précisée. Alors, Karim, première question, effectivement, la France a connu dans un passé assez proche des actes terroristes, et puis on a évoqué, voici quelques années, la question du
port du foulard, d'une part. Question qui est revenue tout récemment sur la sellette de l'actualité, voici quelques jours. Quel est votre sentiment, vous? Quel est votre point de vue en tant que spécialiste? Alors, c'est bien qu'on pose la question aussi à quelqu'un qui connaît l'islam, parce que très souvent, beaucoup de personnes qui ne sont pas toujours autorisées interviennent. Moi, j'aimerais avoir le sentiment et le point de vue de l'islamologue. Écoutez, d'abord peut-être d'un point de vue juridique et théologique, le port du voile est quelque chose qui est vu dans la tradition musulmane comme quelque chose d'obligatoire pour les femmes adultes. Je dis bien adultes. Je fais par là. Une fois mariées ? Non, vraiment des femmes adultes. Je fais par là un clin d'œil aux jeunes filles à qui on essaye de faire porter le voile, alors que là, ça n'est pas une obligation religieuse. Mais passons. Donc, pour dire que cette question-là, elle est apparentée à la dimension théologique et juridique de l'islam, mais je voudrais ajouter également que cette question du voile ici en France, elle a pris des proportions qui dépassent du point de vue musulman, je parle, hein, qui a pris des proportions vraiment démesurées au point où on donne le sentiment musulman que le voile est le plan cardinal de l'islam, qu'il fait presque partie des 5 obligations islamique, alors que en réalité le voile c'est une obligation certes, mais il ne mérite pas toute cette grande et énorme attention qu'on lui accorde depuis des années. Ça, d'un premier point. Le deuxième point, c'est que cette affaire du voile et du foulard ici en France, elle a démarré en 89. Ça fait aujourd'hui plus de 30 ans que cette affaire dure. Et le sentiment que nous avons ici en France, qu'il y a un véritable échec sur cette question-là, parce qu'il continue à faire parler de lui, et parce que il s'est transformé en une question politique de part et d'autre, et du côté musulman. Et là, je pointe du doigt bien évidemment l'islamisme et le salafisme, mais également du point de vue français, et je pointe du doigt là-dedans les laïcards. Je ne parle pas des gens qui se battent et qui luttent pour que perdure la laïcité, parce que c'est quelque chose qui nous protège tous, hein, croyants et non-croyants, c'est très important. Mais de la part des laïcards, c'est quelque chose qui est devenu une question primordiale, importante, comme si en France il n'y avait que ça. Bien évidemment, il faut travailler cette question-là, il faut défendre la laïcité, mais il faut savoir, surtout ne jamais perdre de vue que dans la laïcité, il y a des devoirs certes, mais il y a également des droits. J'entends par là les bruits et les voix qui s'élèvent et qui commencent à dire mais il faut absolument interdire le voile, par exemple dans l'espace public, alors que la laïcité, dans l'espace public, alors que la laïcité, elle ne l'interdit que dans des espaces qui sont restreints. Si on commence à s'attaquer à la liberté fondamentale, là on va aller loin et ça ne va jamais s'arrêter malheureusement, et ça sera jamais dans le bon sens. Alors vous avez tout à fait raison, Karim Ifrak, hein, on le rappelait d'ailleurs, et je le dis chaque fois que l'occasion m'en est donnée, la démocratie ne se résume pas à la loi de la majorité, mais elle est aussi le respect des minorités, y compris le respect des minorités religieuses. Pour autant, Karim Ifrak, nous savons très bien que dans d'autres religions, le judaïsme notamment, la femme mariée doit aussi, lorsqu'elle le décide, lorsqu'elle a une pratique religieuse, se couvrir la tête pour une raison de tsniout, c'est-à-dire pour une raison de pudeur et respecter son intégrité de femme, notamment de femme mariée. En revanche, et pour autant, le problème s'est posé dans une petite partie de la communauté musulmane, non pas au travers du voile, parce que vous avez tout à fait raison, le voile n'est pas interdit, et vous l'avez rappelé, la laïcité permet à tout citoyen de ne pas croire, de ne pas être engagé d'un point de vue religieux, mais à contrario, de pouvoir respecter, appliquer une religion. La question s'est posée lorsqu'une femme est totalement voilée et lorsqu'on ne voit que les yeux. Est-ce que vous, spécialiste de ces questions, vous n'établissez pas une distinction entre le voile, la burqa, le niqab ?
Ah mais complètement, bien sûr. Parce qu'à la base, au niveau de la théologie de la jurisprudence musulmane, ce qui est obligatoire pour la femme dans certaines conditions, bien évidemment, parce que on peut pas lâcher le mot obligatoire comme ça sans apporter beaucoup de précision et beaucoup de bémol dessus. Mais ce qui est obligatoire par rapport à la femme, c'est le voile. C'est le voile sous certaines conditions. La question de la burqa ou la question du voile intégral, c'est quelque chose qui est attaché à des régions, à des cultures, elles-mêmes attachées à des régions géographiques. C'est quelque chose qui nous vient de pays qui sont musulmans, mais qui sont adeptes d'une culture très différente de ce qui se passe dans les pays du Maghreb ou de ce qui se passe dans le Moyen-Orient. Ce qui signifie que par rapport à la France, la question du niqab ou la question du voile intégral, c'est quelque chose qui doit être vu avec beaucoup de sérieux, parce que là, on est sur des questions sécuritaires, et plus précisément depuis les attentats de 2015, où le spectre terroriste était presque omniprésent. Et cette question-là, donc, sur ce plan-là, la France, la République, elle a parfaitement raison de mettre en place une ligne rouge à ne pas dépasser, bien évidemment. Alors, je me tourne vers mon deuxième invité, Ali Djihar, dont je rappelais tout à l'heure les différentes casquettes. Vous êtes, Ali, à l'initiative, depuis maintenant 2 petits mois, d'un cycle de conférences tenues dans un quartier que vous avez appelé tout à l'heure quartier prioritaire, dit en d'autres termes difficile. Vous avez organisé une première conférence au mois d'octobre, avec à peu près 200 personnes qui réunissaient des élus, des présidents d'associations. Il y avait des présidents de communautés juives, la communauté juive de Sevran et le président de la communauté juive de Créteil, Albert El Harar. Vous aviez également invité des représentants du Souvenir français. Pensez-vous que ces rencontres, ces réunions destinées à véhiculer le sentiment de fraternité ont un but, une vocation, ou est-ce que finalement, comme on l'entend parfois, finalement elles ne servent à rien? Quel est votre sentiment? J'imagine que pour vous, il y a un impact fort, sinon vous ne seriez pas à l'origine de ces initiatives, mais quelle est votre sensibilité? D'abord, c'est un combat qui dure depuis plusieurs années. Moi, j'ai été élu en 2014 et la première fonction d'un élu, à mon sens, d'un petit élu local, c'est de rassembler tout le monde et de créer une concorde. Aujourd'hui, c'est vrai, quand on entend les questions religieuses, du voile et des religions en général, c'est la question de la division, du stigmatisme, de la différence, qui crée finalement cette rupture entre les citoyens français. L'élu doit rassembler tout le monde. Et en fait, le premier objectif de ces réunions, c'est que les gens se connaissent mieux, parce que souvent, derrière le racisme se cache souvent derrière l'ignorance. Et on l'a vu quand on prend la Première et la Seconde Guerre mondiale, on avait une ignorance avec des préjugés, on mettait les gens dans les cases et c'était assez facile finalement de condamner l'autre lorsqu'il était très différent. Donc aujourd'hui, en fait, l'objectif c'est vraiment de créer à une petite échelle, et j'espère que ça va se développer au niveau national, mais des événements de mieux vivre ensemble qui réunissent l'ensemble des cultes, l'ensemble des associations, pour que les gens se connaissent, pour que les gens partagent, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de choses qui rassemblent les gens que de choses qui les séparent. Donc c'est ça la première vocation, c'est de ramener la paix aussi dans les quartiers, parce que souvent dans les quartiers à Sevran, c'est vrai que la première fois qu'on a ramené un rabbin, c'était une grande première, et c'est vrai que les jeunes qui disent oui mais les juifs sont différents, les juifs aiment pas les arabes, etc. On voit bien que c'est totalement différent et que ça a créé un pont de fraternité en me disant mais finalement déjà on est sémites, nous avons des points communs, et puis il y a des choses qui nous ressemblent, on a une histoire commune, on a une tradition, une culture, et tout ça va dans le bon sens. Il faut rappeler ça aux gens parce que les gens l'oublient. Les gens oublient aussi que pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, des citoyens de confession juive et musulmane se sont sacrifiés pour la France. C'est très important qu'ils étaient frères d'armes, qu'ils sont aussi frères dans la religion. Je parle sous le contrôle d'un islamologue, mais ce sont des religions monothéistes, et le divin, cette notion divin, elle est dans les actes. Et c'est vrai qu'on dit souvent l'habit fait pas l'imam ou le rabbin ou le moine, mais c'est vrai que moi je considère que les citoyens, c'est avant tout le comportement et l'action, et c'est pour ça que j'essaye à mon niveau d'être un homme d'action. Alors, vous mettez le doigt sur une problématique essentielle. C'est vrai qu'on disait au sein de la communauté juive, heureux comme un juif en France, jusque dans les années 90, parce que finalement, les actes antisémites étaient cantonnés d'un point de vue statistique, moins de
40 actes antisémites jusqu'en 2002, et on est passé après la seconde intifada à plus de 1000 actes. Donc vous avez raison, une situation qui a dégénéré. À votre avis, je vais commencer par Ali Djiar, quels seraient les motifs? Alors vous avez parlé d'une inculture, d'une absence de connaissances. Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres raisons à ce phénomène antisémite, voire raciste au sens large, tel qu'on peut le déplorer de façon accrue depuis quelques années? Je pense, Franck, qu'il y a 3 facteurs à mon sens. La première, c'est la connaissance. Les gens ne connaissent pas bien leur religion. Tout à l'heure, on disait qu'on peut être islamologue sans connaître le Coran. Ça me paraît assez surprenant. Je l'apprends, je le découvre. Ça me paraît donc, la connaissance paraît essentielle. La connaissance de l'autre, la connaissance de ses principes, du respect. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, les gens ne se rencontrent pas. C'est-à-dire qu'on vit dans des quartiers, dans des grandes bars. Les gens vivent pas en communauté. Donc, il y a la communauté de la banlieue. D'ailleurs, on dit les banlieusards. Moi, je n'aime pas ce mot parce que c'est vrai, on a l'impression de distinguer Paris, la région de la banlieue. Non, tout ça. Alors, ils ne vivent peut-être plus, vous-même qui êtes issus, hein, et vous le rappelez, hein, moi-même je suis issu de ces quartiers dits difficiles, ça vous a pas, on parlera tout à l'heure de l'ascenseur social, ça vous a pas empêché de faire des études brillantes et de réussir. Vous pensez qu'il n'y a plus de mixité, c'est ça? En fait, les gens se rencontrent pas. Les gens, moi je les vois dans les quartiers, quand ils sont dans leur quartier, ils se sentent bien, ils restent entre eux. Et donc ils ont des préjugés, ils ont des idées tabous, et vous savez, les réseaux sociaux, il y a beaucoup des fake news, des idées qui sont très fausses, des idées fausses, d'ailleurs y compris sur la religion, sur l'islam, sur le judaïsme, etc. Et tout ça, c'est véhiculé, et je crois que lorsqu'on ne rencontre pas l'autre, on ne le connaît mal. Donc je pense que ça, c'est aussi un facteur, les gens se rencontrent pas. L'idée de ces rencontres, de fraternité, de rassembler des gens très différents, des gens qui ont des préjugés les uns sur les autres, c'est pour montrer simplement que les gens en fait se ressemblent dans leurs problèmes. Les gens ont envie d'être heureux, de vivre heureux. On a la chance d'être dans un pays magnifique qui s'appelle la France, qui, vous l'aviez rappelé, monsieur Ifrak, on est dans ce cadre de la laïcité où chacun peut exercer son culte ou pas d'ailleurs, mais chacun doit respecter l'autre. C'est de rappeler ce message qui est essentiel, qui est aussi, je crois, un message dans les religions, c'est ce message de respect et de tolérance. Et le troisième facteur aussi, je crois, ce sont les médias. Et aujourd'hui, je salue l'initiative de Judaïque FM, qui est encore une belle initiative qui va être montrée au quartier en disant, regardez, c'est une radio qui est juive, avec une consonance juive, et qui donne un message extrêmement positif, et ça montre encore qu'il y a beaucoup d'idées reçues, et ça se fera encore un bel exemple. Donc je crois qu'il y a aussi les médias qui ont donné une image. On parlait des médias, franchement, par rapport au voile, cette affaire, elle a duré énormément de temps, alors que les vraies questions, c'était la retraite. On voit bien ces questions économiques, les questions de l'emploi. Pendant ce temps-là, à l'Assemblée nationale, les députés se rassemblent pour parler de la France de demain. C'est pas le voile. C'est aujourd'hui, les exigences de nos citoyens français, c'est de vivre ensemble, ce qu'on essaie de faire à notre petite échelle, mais c'est surtout des questions économiques, des questions d'emploi, des questions de sécurité. Vous parlez tout à l'heure des attentats. On a besoin de vivre dans un pays où on se sent bien et où on accepte l'autre dans sa différence. Et je crois que ça fait partie des enjeux de cette année en tout cas, et des enjeux que je vais essayer de mener à mon petit niveau. Docteur Ifrak, oui. Franck Serfati, très sincèrement, je pense que votre question elle est très pertinente parce que, à mon sens, elle est analogue à l'arbre qui cache la forêt. Monsieur Djiar, il a avec brio brossé un tableau presque détaillé pour répondre à cette question que vous avez posée sur le vivre ensemble, et plus particulièrement sur la question juive en France en rapport avec l'islam et les musulmans. Je dirais pour ma part que à cette première approche, il y a une deuxième perspective qui s'inscrit dans une dimension macro. Et cette dimension macro, elle est attachée à la question géopolitique. Vous avez dit que les actes d'antisémitisme, ils ont explosé à partir des années 2000. C'est normal que ça explose à partir des années 2000 parce qu'il y a des soubassements qui ont travaillé cette explosion. Et ces soubassements, ils ont commencé à être nourris à partir des années, vers la fin des années 80. Et j'entends par là l'arrivée de Khomeini au pouvoir, qui va exacerber la question palestinienne et la question israélienne. Il y a également la montée au créneau d'un discours
islamiste très ténue sur cette question-là. Et il y a également un troisième facteur qui est inadvertant, c'est l'arrivée des télévisions satellites dans le paysage français, où la majorité des musulmans avaient une parabole et qu'ils mettaient donc le voile, on peut très bien le dire cette fois-ci, le voile sur les chaînes satellites étrangères, arabes, maghrébines, musulmanes entre guillemets, et qui traitaient cette question presque au quotidien. Tous ces éléments conjugués, ils ont développé un sentiment de séparation et de recul par rapport aux citoyens juifs en France. J'en profite pour dire que le musulman et le juif, ils ont vécu ensemble pendant des siècles, qu'aujourd'hui l'art culinaire ou l'art musical ou l'art vestimentaire dans les pays du Maghreb, mais également dans les pays du Moyen-Orient, sont très imprégnés de la culture juive, qu'elle soit culinaire, qu'elle soit musicale ou qu'elle soit vestimentaire, et j'en passe. Il y a également des acculturations d'ordre intellectuel, d'ordre culturel, etc. Mais tout ça pour dire que ce constat est une réalité. Mais ce qu'on ne doit jamais perdre de vue, c'est que on peut très bien aller trouver les actions directes ou indirectes qui ont fait que cette situation s'est exaspérée et qu'elle est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, mais il faut également dire et pointer du doigt, ou plutôt dénoncer, le manque de communication et d'éducation qu'aurait pu faire la France sur cette question-là. Vous savez, si on avait investi autant d'efforts sur cette question même précise du vivre ensemble, ne serait-ce qu'entre musulmans et juifs, mais également entre musulmans et bouddhistes et croyants et pas croyants, etc., etc., la même qu'on avait investi sur la question du voile, je crois qu'on aurait, la société française dans sa pluralité aurait avancé et on se serait concentré sur des problèmes qui nous touchent tous ensemble et non pas les uns ou les autres. Alors vous avez raison de rappeler effectivement ce néo-antisémitisme qui est inévitablement lié en grande partie au problème du Proche-Orient entre Israéliens et Palestiniens, mais vous qui êtes un spécialiste, vous m'aviez dit avant de prendre le micro que finalement l'islam, alors je dirais pas qu'il est divisé, mais il comprend plusieurs composantes. Est-ce que finalement les musulmans d'Afrique du Nord, qui sont très majoritaires en France et en Europe, les musulmans de Tunisie, d'Algérie et du Maroc, ces trois grandes puissances et trois grands pays d'Afrique du Nord, est-ce qu'ils ne sont pas différents des musulmans des autres pays, fondamentalement différents? Et est-ce qu'il y a, pour aller au fond de ma question, est-ce qu'il y a véritablement une similitude, une ressemblance, des problématiques entre les musulmans d'Afrique du Nord et ceux qui vivent en Israël ou au Proche-Orient de façon plus générale? Bien évidemment qu'il y a de très grandes disparités. Ce qui pourrait unir tous ces peuples, c'est l'islam. Mais lorsqu'on lance ce mot en disant toute cette communauté que l'on appelle communément la Oumma, elle est musulmane, ça n'est vrai qu'au niveau de la vitrine. C'est-à-dire sommairement, ça peut être vrai. Mais dès que vous enlevez ce premier vernis, vous découvrez qu'il y a des disparités très importantes qui sont à la fois idéologiques, qui sont linguistiques, qui sont culturelles, qui sont sociales, etc., etc. Et bien évidemment, lorsqu'on prend à part les pays du Maghreb et qu'on essaye de les comparer avec les pays du Moyen-Orient, tout simplement, je dirais qu'il n'y a pas photo. La dissemblance, elle est là, elle est très importante. Autant les Maghrébins sont beaucoup plus ouverts, sont beaucoup plus inclusifs que les Moyen-Orientaux. Les Moyen-Orientaux, on le voit aujourd'hui. Lorsque vous rentrez, ne serait-ce que dans ces pays-là, vous rendez compte qu'il n'y a pas une grande diversité au niveau de la société et que l'inclusivité
minorité est souvent marginalisée, je dirais. Alors, on a tendance en France actuellement à tenter de régler ces problèmes par le droit, par l'action répressive, par la justice, par la loi. On multiplie les lois avec un phénomène inflationniste remarquable. Est-ce que finalement, les problèmes tels que vous les avez tous les deux évoqués avec pertinence, franchise et transparence ne relèvent pas de ce que Ali Djiar appelait finalement l'éducatif, l'éducation de l'État, l'éducation par l'école, l'éducation aussi par les familles. Et je crois, Ali, que vous travaillez beaucoup là-dessus, vous en France, au Maroc. Vous avez parlé d'éducation et le docteur Ifrak parlait d'art. Vous participez dans quelques jours à un congrès à Fès et à Casablanca qui sera couronné par un gala de musique judéo-arabe. Est-ce que c'est pas aussi une façon de rapprocher les peuples? Absolument. Et il faut aussi parler des choses qui se passent, qui sont positives. Très rapidement, vous avez parlé effectivement de ce forum économique à Fès, qui rassemblera aussi la communauté juive marocaine, qui est très très attachée à son territoire. D'ailleurs, la communauté juive très récemment a célébré aux États-Unis. J'ai vu son attache pour le royaume du Maroc. Et puis cette histoire fabuleuse, parce qu'il faut le dire, le roi qui se bat contre l'Holocauste, qui se bat contre les nazis, et puis un régime, voilà, qui aime l'ensemble de ses citoyens, c'est ça. Je crois que c'est ça la fraternité, c'est ça la paix. Faut le rappeler parce que les gens, le savent pas. Et vous savez, Serge Berdugo disait, nous on aime le Maroc. Moi je suis marocain. Je suis avant tout marocain. Moi aussi, Ali Djiar, je suis français. Je suis fier d'être français. Et le travail a été fait par nos parents, par ces messieurs, Serge Berdugo, Monsieur Azoulay au Maroc, etc. Et ici en France, et à nous maintenant, je sais qu'on le fait aussi beaucoup ensemble, Franck Serfati, dans beaucoup d'actions, mais on doit faire le travail parce que autour de nous, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'initiatives et on se rend compte, malheureusement, il y a des débats, il y a de la théologie, mais sur le terrain, on se rend compte que les gens ont besoin de ces ponts, de ces mains tendues et de ces choses positives. Alors effectivement, vous disiez tout à l'heure les initiatives, c'est cette fondation des 3 voies de l'espoir qui a été créée entre la France et le Maroc. Vous parlez, Monsieur Ifrak, de la culture tout à l'heure, vous avez raison. La culture, la musique, c'est ce qui unit les gens, on est tous d'accord avec cela. On a créé donc cette fondation justement pour faire en sorte que des citoyens d'origine juive, d'ailleurs c'est pas une origine, le judaïsme de confession, pardon, parce qu'aujourd'hui on a tendance à aussi confondre dans la sémantique à force d'écouter les informations, mais des citoyens juifs et musulmans se retrouvent dans la culture pour partager des moments de paix et de fraternité en France, au Maroc, à Jérusalem. Voilà, et ça c'est des choses que l'on souhaite développer. Docteur Ifrak, le mot de la fin? Écoutez, je dirais que il est plus que jamais temps de travailler à rassembler et à se concentrer sur ce qui nous unit et non pas ce qui nous désunit. La vie elle est courte, le monde il est fragile, alors tentons de travailler sur des questions inclusives et travaillons ensemble parce qu'ensemble on peut construire haut et grand. Karim Ifrak, merci beaucoup. Je vous rappelle que vous êtes islamologue, chercheur au CNRS, conférencier. Ali Djiar, maire adjoint de Sevran, citoyen engagé, président de plusieurs associations. Merci à tous les deux et j'espère vous avoir à mes côtés prochainement pour une belle et heureuse suite. Avec plaisir. Merci à vous tous et à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Juridiquement Vôtre, une émission proposée par Maître Franck Serfati.